La seule manière de sortir de la condition tropicale, c'est d'habiter la Terre en terrestre. Alors j'entends ce terme comme un terme qui définit ou qui désigne la séquence actuelle dans laquelle le capitalisme se trouve, une séquence qui n'a pas d'équivalent, qui est nouvelle, et qui est caractérisée par quoi? Qui est caractérisée par le fait que les forces du capitalisme qui maintenant se déploient à l'échelle globale, depuis, disons, les années 80-90, époque à laquelle on a décidé de déréguler les flux de capitaux, de biens, de services, eh bien ces forces-là se retournent maintenant contre les anciennes métropoles qui leur avaient donné les moyens d'atteindre les tailles critiques qui leur permettaient de partir à la conquête du monde. Ces forces se retournent contre les anciennes métropoles et les traitent précisément comme des colonies, c'est-à-dire ni plus ni moins que comme des purs substrats pour leurs opérations économiques de production, d'échange. Et aujourd'hui, c'est tout à fait ce qui se passe, c'est-à-dire que les détenteurs de capitaux se livrent à des chantages quasiment quotidiens, tous les jours, en imposant leurs conditions, qui, si elles ne sont pas satisfaites, leur donneront toute légitimité pour aller investir ailleurs, etc. Ils ne se sentent plus aucun devoir de redevabilité vis-à-vis des métropoles, auxquelles pourtant ils doivent tout, ces acteurs. Ils ne se sont développés qu'à la faveur justement des services publics qui ont permis d'acquérir sans avoir à en payer le prix une main-d'œuvre qualifiée, des infrastructures de qualité, etc. Alors maintenant que tout cela a servi à un processus d'accumulation primaire, ils cherchent à continuer leur développement et leur croissance, et si ça se fait au détriment de ces métropoles, ils n'y voient aucun inconvénient. Donc l'attractivité à tout prix, la préférence pour le court terme, la tolérance aux inégalités, tout cela finalement nous rend très semblables à ces pays du Sud que naguère nous regardions avec condescendance, voire carrément parfois avec mépris. Aussi, j'en appelle à une transformation du regard du Nord sur le Sud. Les pays du Sud peuvent préfigurer des choses abominables que nous serions amenés à connaître à l'avenir parce que les pays du Sud sont depuis longtemps accoutumés à des formes de gouvernement violentes, autoritaires, despotiques. Et voilà, Jair Bolsonaro peut devenir l'image de ce qui nous attend à l'avenir si nous poursuivons sur cette pente qui associe néolibéralisme et autoritarisme dans la plus pure tradition tropicale. Bien. Mais les pays du Sud peuvent aussi nous enseigner des formes, sont riches de formes de résistance à ces dispositifs de contrôle et de production, à cet imaginaire colonial, etc. Des formes de résistance qu'ils ont entretenues jusqu'à présent, et qui, sans devoir être copiées telles quelles, portent en elles des alternatives dont on ferait bien de s'inspirer pour concevoir une autre mondialisation. Le perspectivisme, c'est une manière de tenir compte sérieusement, vraiment, des points de vue non occidentaux, en tant que ces points de vue non occidentaux constituent une part de l'expérience humaine. Et parmi les points de vue sur le monde que les non occidentaux ont développés, il y en a un particulièrement fécond et extraordinairement fécond aujourd'hui, qui est celui des populations amérindiennes. Que pensent les populations amérindiennes ? La plupart d'entre elles, en tout cas celle d'Amazonie, qu'a étudié l'anthropologue Eduardo Viveros de Castro, à qui on doit ce terme perspectivisme. C'est lui qui l'a forgé.
dans cette manière de considérer le monde, tous les êtres vivants ont une perspective sur le monde. C'est-à-dire, ils ne vivent pas de façon passive ou mécanique. Hein. Ils construisent des représentations, ils ont une intentionnalité, ils sont capables de langage et de communication, et ils nous envisagent, nous, comme faisant partie d'un tissu ou d'une toile d'êtres animés, mais finalement, relativement à d'autres, nous sommes différents d'un point de vue strictement relatif, précisément, pas absolu. Et les différences absolues que nous établissons avec eux, eux ne les établissent pas avec nous. Le perspectivisme, si nous le prenons au sérieux, si nous cessons de le considérer comme une manière exotique de voir le monde qui serait réservée à des indigènes, il nous invite à faire quoi? Il nous invite à constamment réinterroger nos représentations en essayant de voir si ce qui semble universel à nos yeux ne serait pas qu'une illusion du point de vue que nous avons adopté et qui nous donne un biais sur les choses. Alors, d'un point de vue politique et d'un point de vue de réflexion globale, hein, sur le sort du monde, enfin le cours du monde aujourd'hui, la position perspectiviste est donc extrêmement riche parce qu'elle nous amène à véritablement nous hisser à une exigence de prise en compte des positions relatives des uns des autres qui est une exigence colossale, que maintenant répètent à l'envi toutes les sciences du vivant. Les plantes, on a découvert qu'elles étaient porteuses d'une intentionnalité, d'une conscience. Les animaux, n'en parlons pas. Nous devenons justement un parmi une multitude de locataires de l'espace de l'habité terrestre, hein, l'habité terrestre, c'est justement ça, c'est que nous sommes inscrits dans une condition qui est celle de terrestre, au pluriel, et que nous sommes amenés à reconsidérer ce que nous pouvons attendre de nos vies à la lueur de toutes ces diplomaties, de ces cohabitations, de ces coexistences dont d'autres cultures ont tiré des leçons de sagesse, etc., sans nécessairement aller aussi loin que ce que nous pourrions le faire, nous, avec nos moyens d'analyse et de méthode. Mais l'orientation philosophique était là. Voilà. Donc, la seule manière de sortir de la condition tropicale, qui est en fait, tu l'auras compris, la généralisation à l'échelle de la planète tout entière, de l'entreprise coloniale, hein, de l'entreprise de mise en exploitation et d'asservissement et de mise au travail du vivant, pour l'objectif ultime d'accumulation du capital, la seule manière de s'extraire de ça, de refuser la condition d'asservi et de refuser de prêter sa vie à l'objectif ultime d'accumulation du capital, c'est d'habiter la Terre en terrestre et de s'assigner comme objectif d'accroître en intensité et en diversité ces liens avec toutes les autres formes de vie. Et c'est à ce moment-là un objectif vital et un objectif moral plus élevé et qui est totalement contradictoire, qui est totalement antagonique avec le projet du capitalisme et de son moment tropical, qui est en fait le moment primitif étendu maintenant à l'ensemble des géographies de la planète. Il faut trouver à chaque fois les manières de réinscrire nos modes d'habiter, nos modes de vie, dans une perspective qui fait de l'intensification et de la diversification des liens, des solidarités écologiques et sociales, l'objectif princeps, le premier objectif. Bon, ça c'est forcément une sortie du capitalisme, hein, entre nous. On a trop associé la perspective émancipatrice et libératrice d'une vision très matérialiste de l'augmentation
de la puissance d'agir, mais entendu au sens de la puissance matérielle. Donc la puissance, elle se calcule dans ce cas en fonction de la quantité d'énergie et de matière disponible par habitant. Mais à quoi sert-il d'avoir une puissance accrue alors qu'on vit dans un désert où cette puissance ne nous sert plus à rien, n'est-ce pas? Cette puissance, elle n'est fonction que de notre capacité à vivre. Et la vie, c'est une intensité relationnelle. Elle est par nature relationnelle. Donc il faut conserver cet objectif comme étant, non pas l'objectif secondaire, mais l'objectif primaire. Et si on se fixe ça, on peut inscrire progressivement dans la loi et dans les formes d'organisation qui président à la vie sociale, donc parmi elles l'entreprise. L'entreprise est une organisation sociale. Hein. Mais il n'y a pas que l'entreprise, il y a évidemment toutes les socialités politiques, les coopérations multiples qu'on a pour faire de l'action publique, etc. Bon, toujours se dire que l'objectif, c'est l'accroissement des liens, l'intensification des liens. Gaël Giraud avait écrit avec un certain nombre d'autres auteurs un indice de capacité relationnelle. Il y avait Cécile Renoir parmi les auteurs aussi. C'est-à-dire un indice qui nous permet d'évaluer la performance de nos systèmes socioproductifs en fonction de l'augmentation ou de la diminution de nos capacités relationnelles. Est-ce qu'ils nous permettent plus d'actions collectives? Est-ce qu'ils nous permettent plus de relations? Est-ce qu'ils nous permettent d'être davantage reconnus dans un espace social de plus en plus vaste? Ça, c'est une source de satisfaction considérable. Si on évalue toute chose à cette aune, on va avoir des priorités qui vont commencer à se redessiner. C'est une transformation de civilisation. Hein. On est parvenu à un moment où il faut débarrasser la modernité de ce qui a été un leurre, l'autonomie entendue comme démultiplication des capacités de puissance à l'échelle de l'individu, indépendamment justement de ce que ces capacités de puissance doivent à notre condition terrestre qui est éminemment et par nature relationnelle. Voilà. Du point de vue matériel, du point de vue des conditions de vie matérielles de l'humanité sur la planète Terre, tout laisse entendre que nous nous acheminons de façon de plus en plus certaine vers une dégradation. Une dégradation massive à cause du réchauffement, de l'effondrement de la biodiversité, etc. Ceci étant, ces perspectives, pour catastrophiques qu'elles soient, ne signifie pas que l'humanité dans son ensemble va s'effondrer du point de vue moral dans une espèce de guerre de tous contre tous. Parce que premièrement, l'effondrement, il ne laissera pas nécessairement l'humanité exsangue. Il y aura toujours des rejets d'humanité, donc l'espèce humaine n'est pas destinée à disparaître, même si on peut s'imaginer qu'il peut y avoir des morts qui se chiffrent par milliards. Deuxièmement, l'attitude morale qui consiste à aimer son prochain et à lui venir en secours, elle n'est pas simplement agit par une promesse de rétribution, de rémunération quelconque, elle est porteuse elle-même de sa propre joie. Et donc, je dis à la fin du livre, peut-être notre destin est-il tous de nous tenir la main sous l'orage, quoi, hein, c'est-à-dire de fraternellement nous confronter à cette perspective qui peut-être entraînera la disparition d'un certain nombre d'entre nous, mais le faire en frères, c'est la possibilité de faire l'expérience maintenant d'une élévation spirituelle, morale, qui est porteuse d'une joie extraordinaire. Donc oui, mon pessimisme est un pessimisme de scientifique. Mais je ne suis pas pessimiste
quant aux possibilités dont nous sommes porteurs, nous, de transformer cette situation critique qui, à l'échelle des temps historiques, est absolument inédite. Donc, on n'a pas vraiment de référence dans le passé, on ne peut pas prendre appui sur des expériences passées, et de forger à notre échelle, et maintenant, les moyens de ce sursaut, de cette réponse fraternelle. Voilà.